Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une édition un petit peu particulière aujourd'hui puisque la première partie de votre JT sera consacrée au 119e Rolex Monte Carlo Masters. Ensemble, nous allons évoquer cette édition palpitante avec nos invités. Mélanie Antoinette de Massy sera avec nous dans quelques instants, mais pour l'instant, c'est le directeur du tournoi qui est avec nous. Bonsoir David Macy. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour évoquer cette 119e édition qui s'annonce palpitante, hein, David. Tout à fait. On est tout prêt. En fait, maintenant, on a commencé le match déjà de qualification. On voit ici le cours central. Donc, on est prêt avec la météo en notre faveur. Donc, c'est vraiment excellent. C'est un tournoi qui est très intéressant parce qu'il lance la saison sur terre battue. C'est vrai que c'est le premier Masters 1000 en terre battue et le premier tournoi européen en Masters 1000 aussi pour l'année. Donc oui, les joueurs, ils ont hâte de changer de surface parce qu'ils viennent de passer un mois, sinon plus, sur le dur. Et maintenant, ils passent sur terre battue. Donc ça change tout pour eux. Donc il y a beaucoup de demandes de s'entraîner au Monte Carlo Country Club chaque année avant le tournoi. Beaucoup de résidents à Monaco, donc ça fait un moment qu'on reçoit les joueurs et là ils ont hâte de commencer le tournoi. C'est un tournoi historique aussi, hein, parce qu'il a vu éclore de nombreux talents. On peut aller d'Ivan Lendl à Björn Borg, tout à fait, c'est énorme. À Rafael Nadal également, qui a marqué l'histoire du tournoi. Oui, il y a un couloir qui s'appelle le Galerie des Loges et là on a tous les vainqueurs depuis 1897, donc c'est le plus ancien tournoi sur terre battue. C'est vraiment un tournoi qui amène beaucoup d'héritage et le jeu le sait. Donc c'est un tournoi qui compte beaucoup pour eux. On voit un joueur comme Rafa Nadal qui a gagné le tournoi 11 fois. Déjà de jouer 11 fois, c'est énorme, mais de l'avoir gagné 11 fois, c'est encore plus grand que c'est un record que peut-être on ne va jamais voir répéter encore. D'avoir aussi un site qui a une vue sur la mer comme ça. Oui, donc c'est magnifique. C'est un site qui est historique aussi, 1928, donc on va bientôt célébrer 100 ans de Monte Carlo Country Club. Et c'est un rêve comme site pour de tournoi, parce qu'avec le cadre, avec la mer devant, c'est exceptionnel. Donc les joueurs savent que peut-être c'est plus petit, mais à la fois c'est vraiment spécial. Et on a agrandi le surface cette année, en fait déjà en 2025, avec le Player Village qui touche l'eau. Donc c'est vraiment un site maintenant qui est depuis en haut Monte Carlo Country Club, le clubhouse, qui descend tout au bas de la plage. Donc c'est magnifique. C'est pour ça que tous les top players veulent être de la partie? Oui, donc chaque année on reçoit le meilleur joueur au monde. Il y a quelques blessures cette année, mais on est ravis d'avoir déjà les deux joueurs ici à côté de nous. Donc il y a Jannik Sinner, numéro 2 au monde, en grande forme. Il vient de gagner 2 Masters 1000 et Miami. Exactement. Et peut-être on va dire le Sunshine Triple avec s'il gagne ici. Donc ça sera vraiment quelque chose. Et Carlos Alcaraz est le numéro 1 au monde qui va défendre le titre. Donc pour ça, on est vraiment hâte que... Et c'est à Monaco aussi que la première place se jouera, hein, le numéro 1 mondial. C'est vrai qu'il y a 1000 points pour le vainqueur. Carlos Alcaraz, il a 1000 points à défendre dans le classement. Et Yannick, il n'y a pas de points à défendre, donc tout peut changer ici. Donc c'est vrai que c'est un tournoi qui va compter beaucoup. Et quand on regarde le tableau, on se dit aussi c'est un mélange de jeunesse et d'expérience. On passe de Moïse Kouamé à Stan Wawrinka, également fils, qui eux c'est exactement ça. Donc on voit, il y a en fait 3 joueurs qui sont annoncés qu'ils vont terminer leur carrière cette année. Donc Stan Wawrinka, un joueur qui a gagné le tournoi en 2014 et qui a joué ici beaucoup de fois. Après Gaël Monfils, qui on sait qu'il est un joueur qui compte beaucoup pour le public et aussi il va annoncer la retraite fin de saison. Et David Goffin qui va jouer aujourd'hui aussi. Président monégasque, David. Président monégasque. Il a beaucoup joué ici à Monaco et lui aussi va terminer son carrière. Et sur l'autre côté du spectre, on a bien sûr Kouamé qui montre qu'il va être un grand joueur et vraiment avec grande capacité. Il a gagné son premier match au Masters 1000 à Miami et on était ravis de donner aussi un wildcard pour ce grand espoir français. Et même les qualifications sont palpitantes. Hein. Bien sûr. Donc là on a
parmi les meilleurs joueurs de junior. Donc, il y a le race de Next Gen. Oui. Et là, il y a Alexander Budkov, Nicolas Budkov, pardon. Alexander, c'est son père. Mais Nicolas Budkov, c'est un résident à Monaco, membre de club et un joueur qui chaque année, il grimpe le classement. Et je crois qu'il va être classé parmi le 180. Donc, il va continuer à vraiment grimper encore. Et on verra bien s'il va gagner son match aujourd'hui. Justement, rejoignons Frédéric Hélion au Monte Carlo Country Club pour faire le point sur cette première journée de qualification. Merci beaucoup, David Messi, d'avoir été avec nous. Frédéric, que retenir de cette journée d'aujourd'hui? Oui, on a assisté, Émilie, à un match Monaco-Argentine lors de ce premier tour des qualifications en simple ici au Rolex Monte Carlo Masters, avec en lice, côté monégasque, les deux spécialistes du double, Hugo Nys et Romain Arneaudo, qui ont participé à ces qualifs du simple grâce à une wildcard. Et c'est Hugo Nys qui était le premier sur les courses ce matin et qui s'est incliné en 2 manches 6-3, 6-3 face à l'Argentin Juan Manuel Cerundolo, actuel 69e mondial. J'ai fait quand même un match relativement solide vu le peu de temps que j'ai en simple ces dernières années. Et face à un joueur terrien qui donne très peu de points, ouais, j'ai eu quelques bonnes occasions. C'est dommage de ne pas prendre ce premier jeu pour le faire douter. Mais globalement, j'ai fait mon match, je ne peux pas faire grand chose de plus. On le disait hier, ça fait des repères aussi de prix pour ce qui t'intéresse forcément plus, le double. Exactement, ouais, ça fait du temps de jeu sur le terrain, beaucoup de coups frappés, beaucoup de services, des glissades sur terre battue, un beau match sur un des plus beaux cours du monde, donc parfait pour entamer le double. Sacré défi également pour Romain Arneaudo, opposé à Francisco Comesana, demi-finaliste l'an passé à Rio, après notamment une victoire face à Alexander Zverev et actuel 89e mondial face à un spécialiste de la surface. Romain n'a pas trouvé la solution et s'incline lui aussi en 2-7, 6-2, 6-1. Ouais, je commence un peu tendu et du coup, lui, voilà, on sent qu'il a l'habitude d'enchaîner les frappes, les points et j'arrivais à chaque fois à avoir 1, 2, 3 points sur chaque jeu, mais de finir les jeux à cheval c'était compliqué et ouais, franchement il m'a surpris, il jouait vraiment bien et il m'a pas donné grand chose aujourd'hui. Il sert bien, il retourne bien, donc je suis un peu déçu par mon niveau de service. Peut-être j'aurais pu avoir un peu plus de points gratuits en première et c'est pour ça que le score est sec aussi, c'est parce que j'ai pas très bien tenu mes services. Et parmi les autres résultats de cette première journée de qualification ici au Rolex Monte Carlo Masters, belle victoire de David Goffin, le Belge, qui lui aussi profite de sa wildcard pour éliminer la tête de série numéro 2 de ses qualifs, le Péruvien Ignacio Buzet, en 3 manches, 2-6, 6-3, 6-3. Côté français, ça ne passe pas en revanche pour Quentin Alice qui s'incline en 2 manches face à Emilio Nava, l'Américain, 6-4, 6-4. Ça ne passe pas non plus pour Benjamin Bonzi qui lui a perdu face à l'Espagnol Bautista Agut, une défaite là aussi en 2-7, 6-4, 6-3. Et merci Frédéric pour ce point sur ces résultats. Nous avons été rejoints par la présidente de la Fédération monégasque de tennis, présidente également du Monte Carlo Country Club et présidente du Rolex Monte Carlo Masters. Bonsoir Mélanie Antoinette de Massy. Bonsoir, merci d'être ici parmi nous comme toujours. Toujours un plaisir de vous recevoir, de voir tout d'abord cette jeune génération échanger des balles avec de grands champions, c'est très inspirant. Hein. Oui, c'est toujours sympathique de faire participer les enfants. C'est une des raisons pourquoi nous essayons d'organiser le mini-tennis comme parfois d'autres événements en ville pour essayer de faire découvrir notre sport, même si de ce que je vois, ce sont 2 enfants qui doivent déjà jouer. Je pense qu'ils doivent être probablement à l'école de tennis au Monte Carlo Country Club parce qu'ils jouent pas mal. Peut-être des espoirs futurs, on verra. On verra, peut-être on les retrouvera sous les couleurs de Monaco. Justement, à Monaco, il y a des joueurs inspirants, ceux de la Fédération monégasque de tennis. On pourrait évidemment penser en premier lieu à Valentin Vachereau, 23e joueur mondial depuis le début de la semaine. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Non, absolument. Nous avons nos joueurs de double également, donc Hugo Nys et Romain Arneaudo. Hugo qui est dans le top 20 et mondial en double et Romain qui est dans le top 50. Romain qui est tenant du titre chez nous à Monte Carlo en double et Hugo qui est tenant du titre de Masters 1000 à Rome qu'il a gagné en 2023. Sont des joueurs aussi qui ont tendance à aller assez loin dans les grands chelems. Hugo était en demi-finale de Roland Garros en 2025. Donc les deux ont tout à fait les capacités de Romain de gagner de nouveau chez nous
Hugo. Et Hugo, vu qu'il a gagné en plus à Rome et de nouveau était en demi-finale à Roland-Garros, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas gagner chez nous. Et Valentin, j'espère qu'il va aller vraiment loin et je pense qu'il a vraiment les capacités de gagner Monte-Carlo. Il a gagné à Shanghai et il a fait plusieurs quarts de finale depuis sur des Masters 1000. Donc non, la fédération monégasque de tennis se porte vraiment bien et je pense que pour les juniors chez nous et surtout les juniors de la fédération monégasque de tennis, ce qui est agréable, c'est aussi d'avoir à peu près 25 ou 30 de joueurs sur le top 50 qui sont résidents monégasques, comme les deux joueurs là à côté de nous, qui sont respectivement Yannick Sinner numéro 2 mondial et Alexander Zverev numéro 3 mondial et qui sont tous les deux résidents monégasques. Alexander est d'ailleurs arrivé avec son scooter. Vous voyez, c'est assez improbable de voir une image comme ça. Il n'y a qu'à Monaco qu'on peut voir ça. Hein. Ah bah absolument, oui. Il est arrivé tranquille en scooter et il me dit bah oui, comme un monégasque, il m'a dit. Comme un monégasque. Vous avez mentionné Valentin Vachereau, Hugo Nys, Romain Arnaud. Ces 3 joueurs ont pour particularité d'avoir gagné un Masters 1000. C'est quand même assez exceptionnel. C'est tout à fait exceptionnel. Pour vous donner un exemple, il me semble de mémoire que la dernière fois qu'un joueur français a gagné un Masters 1000 en simple, c'était Tsonga en 2014, il me semble. Donc gagner un Masters 1000, c'est vraiment pas anodin, c'est un exploit. Il y a énormément de fédérations dans le monde qui n'ont aucun joueur qui ont gagné un Masters 1000, ni en simple ni en double. Et je pense qu'il y a très peu de fédérations qui ont gagné 3 Masters 1000, enfin peut-être à part l'Italie et d'Espagne, mais qui ont gagné 3 Masters 1000 en 2 ans, vu que nous, ça a été le cas entre 2023 et 2025, donc 2 Masters 1000 en double et 2 en simple. En tout cas, de gagner 3 Masters 1000 avec 3 joueurs différents, ça, je pense qu'il y a très peu de fédérations qui peuvent le dire et qui peuvent en être fiers. Vous l'avez dit, le tennis monégasque se porte bien. Monaco ira défendre ses chances en Coupe Davis pour la première fois. C'est une place dans l'élite mondiale qui se jouera en septembre face à la Finlande. Hein. Oui, en effet, eh bien, si nous gagnons notre rencontre en Finlande en septembre, nous nous qualifierons pour la phase des qualifications de la Coupe Davis. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, il y aurait 2 tours de qualification et puis nous serions dans les phases finales de la Coupe Davis, ce qui serait, je pense, un beau cadeau pour le centenaire de la Fédération monégasque de tennis, vu que notre fédé a été créée en 1927. Notre première rencontre de Coupe Davis s'est jouée en 1929 contre la Suisse. Donc voilà, ça serait une belle aventure pour notre centenaire. Je regarde un petit peu parce qu'il y a quand même des petites balles qui arrivent. Je ne sais pas si c'est Sacha qui a manqué son revers, mais on va rester quand même qui nous sauve un petit peu attentif. Juste un petit mot sur le Rolex Monte-Carlo Masters, Mélanie. On le sait que c'est une compétition que vous affectionnez particulièrement, que vous suivez depuis votre plus jeune âge. C'est une belle histoire familiale. Quel regard portez-vous sur cette compétition depuis que vous la suivez ? Oui, le tournoi, comme la Fédé, comme le club, je suis vraiment née là-dedans. Ma mère m'a amenée avec elle depuis ma naissance, vu que elle s'en occupait déjà avant ma naissance. Donc pour moi, c'est vraiment une histoire de famille et c'est vraiment toute ma vie. Et je suis, comme on disait, je suis très fière de mes joueurs et de là où nous sommes arrivés à la fédération, mais je suis également très fière des développements que nous avons fait au Monte-Carlo Country Club ces dernières années. Avec beaucoup de travaux, notamment de rénovation et de projets en cours pour les prochaines années. Et en ce qui concerne le tournoi, depuis, comme vous savez, il y a eu les années Covid qui ont été assez difficiles comme tout le monde, mais depuis l'édition 2023, nous avons fait énormément de modifications sur le site, que ce soit au niveau de l'accueil des spectateurs, du village des partenaires, du village commercial, tout ça c'est complètement métamorphosé. Nous avons aussi l'an passé agrandi notre site de 35% en privatisant le beach club pour les joueurs. Donc le tournoi a vraiment évolué et de plus nous battons nos records chaque année, que ce soit en termes d'audience et en termes d'autres chiffres également, mais en termes de spectateurs sur site, nous sommes passés avant Covid d'un maximum de plus de 138 000 personnes à l'an passé plus de 154 000 personnes. Donc ça, je suis très fière de mes équipes et voilà, très fière de ce que nous avons pu réaliser ces dernières années et pourvu que ça dure. Je
Je suis sûre que votre maman aussi serait fière de tout ce parcours accompli. C'est pour ça que nous tenions aussi à lui rendre hommage aujourd'hui. Merci infiniment, Mélanie Antoinette de Massy, d'avoir été avec nous. On va rejoindre Frédéric Hélion sur les terrains du Monte Carlo Country Club. Nous évoquions tout à l'heure justement les forces monégasques. Ils sont représentés au Monte Carlo Country Club. Frédéric, ils défendront leur chance, dont un titre pour Romain Arneaudo. Oui, Émilie, Romain Arneaudo tentera de défendre son titre obtenu en double l'an passé avec Manuel Guinard, mais avec un autre partenaire cette année, puisque Romain sera associé au très expérimenté Pierre Hugerbert, ex numéro 2 mondial en double et vainqueur des 4 titres du Grand Chelem. La paire franco-monégasque affrontera une paire argentine au premier tour. González Molteni, vainqueur il y a quelques années du Masters 1000 de Rome, déjà sur terre battue. Hugonis, lui, rêve de s'imposer ici à domicile à Monte Carlo. Il sera associé à son partenaire déjà de longue date, Édouard Roger Vasselin, et eux au premier tour auront fort à faire puisqu'ils affronteront la tête de série numéro 7, Cabral Salisbury. Et puis, nouvel épisode de la cousinade ici en principauté. Arthur Rinderknecht et Valentin Vachereau seront associés en double et auront aussi fort à faire. Ils joueront la tête de série numéro 5, Arevalo Pavic. Valentin, que l'on retrouvera bien sûr en simple, le numéro 23 mondial qui débutera son tournoi façon polonais, Kamil Maszrach, et qui, en cas de victoire, pourrait avoir un match très alléchant face à Lorenzo Musetti, l'Italien finaliste ici l'an passé, face à Carlos Alcaraz. Valentin qui essayera de faire mieux que la saison passée où il avait battu Struff au premier tour avant de s'incliner au deuxième face à Grigor Dimitrov. Merci Frédéric, cette première partie de JT consacrée au Rolex Monte Carlo Masters est à présent terminée. Sachez que l'événement sera à suivre toute la semaine sur notre antenne avec les experts tennis. Tout de suite, la suite de votre journal avec vous, Sarah Inkari. Bonsoir Sarah. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Dans le reste de l'actualité, du sport encore avec cette belle affiche prévue demain. L'AS Monaco FC reçoit l'Olympique de Marseille et les Rouges et Blancs sont sur une bonne lancée. Ils viennent d'enchaîner 6 victoires et peuvent de nouveau rêver de la Ligue des Champions. S'ils remportent le match dimanche, ils seraient ex-aequo avec leur adversaire phocéen, actuellement 3e. Le coach Sébastien Pocognoli était en conférence de presse hier pour évoquer notamment le retour ou non de Paul Pogba sur la pelouse du Louis II en compétition. Écoutons-le. Il est disponible, oui. Il reste encore 3 séances d'entraînement, mais il s'entraîne de manière continue avec le groupe depuis maintenant le début de la trêve internationale. Donc, vu le processus positif, c'est une possibilité, oui. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont tous revenus très en forme et on a eu cette semaine et même avant les quelques jours un très bon niveau d'entraînement et les joueurs qui sont revenus d'équipe nationale hier ont rejoint le groupe avec un très bon mindset et une bonne énergie et on a le reste de nos joueurs qui vont arriver aujourd'hui et je pense que ce sera dans la même lignée parce qu'ils ont fait des bonnes prestations en équipe nationale. Donc voilà, pour revenir sur Paul et en dessous, voilà, tout ce que je peux dire c'est qu'ils sont bien entraînés cette semaine, donc ça veut dire que ça a certainement été productif. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 au Stade Louis II. Et pour celles et ceux qui s'y rendront, sachez qu'une séance de dédicace avec le défenseur de l'ASM FC, Caio Henrique, est prévue à partir de 19h45 sur le parvis. Demain matin, pensez à aller faire un tour dans les jardins. Les cloches devraient y avoir déposé quelques douceurs chocolatées. Pour les préparer, les chocolatiers sont à pied d'œuvre. Théo Schumer et Lionel Bernardi se sont rendus à l'Épidore, institution de la rue Grimaldi. Voyez leur reportage. La tradition, c'est la tradition. À chaque période, son décor et ses trésors. À Pâques, les œufs font leur grand retour à l'Épidore avec tous les ans une large sélection 100% chocolat. On a toujours nos œufs, nos poules et nos lapins avec les cloches. Donc on est avec le chocolat le meilleur qu'on puisse trouver sur le marché français qui est Valrhona. On fait toutes nos pièces à la main. Et on peut dire que ce Pâques, après justement le fameux samedi 28 mars, va s'annoncer très copieux.
très copieux et surtout généreux. Quelques semaines plus tôt, nous avions filmé la confection à l'étage. L'étape la plus importante est ce que l'on appelle le conchage, autrement dit le brassage. Cela peut durer plusieurs heures, voire même plusieurs jours et permet de développer toute l'onctuosité du chocolat en éliminant son excès d'acidité et ses arômes indésirables. Après ça, c'est dans les moules qu'il est transféré, priorité aux œufs et aux lapins, les best-sellers de la maison. Une fois en vitrine, avec une belle couleur et un chic emballage, impossible de passer à côté. C'est petit lapin au chocolat, voilà. C'est un cadeau fait pour mon fils. Voilà, pour pas que c'est un lapin. Voilà. Voilà donc les secrets de fabrication d'un bon chocolat signé Lépidor. Avec tous ces bons produits, vous ne devriez pas avoir de mal à honorer la tradition. Reste à se souhaiter joyeuse Pâques. Et à Monaco, on chasse les œufs, mais aussi les plantes. Et oui, c'est la tradition au jardin exotique. Il a rouvert ses portes il y a tout juste une semaine. Pendant la période de travaux, l'activité pour les enfants avait été déplacée au jardin botanique, mais elle n'a rien perdu de son succès, comme vous allez le voir dans ce sujet, signé Théo Schumer et Marie-Ève B. C'est une activité phare de Pâques qui est de retour au jardin exotique. La chasse aux plantes, une variante de la chasse aux œufs qui permet d'éviter que les chocolats ne fondent au soleil en attendant d'être trouvés. Le jeu est simple, on choisit sa petite variété parmi les 35 sur la table et on court trouver sa jumelle, après quoi on remporte son petit lot de chocolat. L'idée, c'est pas de les trouver parce qu'elles sont cachées, c'est d'observer les deux plantes identiques et d'avoir un petit peu un réflexe d'observation et de voir la couleur des épines, la taille de la plante, est-ce qu'elle a des poils, est-ce qu'elle n'a pas de poils, est-ce qu'elle a des feuilles, est-ce qu'elle n'en a pas, voilà. 30 enfants se sont prêtés au jeu ce samedi sur l'une des 3 sessions proposées au cours de la matinée. Et le concept, ils l'ont bien compris, même si certains se sont parfois fait avoir par la ressemblance entre les plantes. Tu penses que tu as trouvé les deux mêmes ? Ouais. C'est ton dernier mot, t'es sûr de toi ? Oui. Fais-nous voir. C'est pas tout à fait les mêmes, hein ? Oui, mais il y a écrit les deux noms. Pareil. Regarde bien. Est-ce que les feuilles ont l'air pareilles ? Non ? Ah, je pense qu'il va falloir retourner chercher la bonne, hein ? D'autres, en revanche, trouvent assez vite la plante jumelle et en retiennent même le nom. C'est celle-là. Tu sais comment elle s'appelle ? Oui. T'as regardé l'étiquette ? Elle s'appelle la crasse ou la perforata. Preuve que l'exercice a aussi le mérite d'être éducatif, en plus d'être ludique. La plupart des enfants repartent même pour un tour, immédiatement après avoir trouvé leur deuxième plante. Tu vas rejouer ou tu vas aller chercher du chocolat directement ? Je vais rejouer. Pour les gourmands qui préfèrent récupérer leurs petits cadeaux, direction la boutique à l'entrée du jardin, munis de leurs petites pièces d'or qui témoignent que le défi a bien été relevé. Bref, la chasse aux plantes aura une nouvelle fois beaucoup plu à ces enfants qui repartent avec le sourire, à peine entachés des premiers chocolats dégustés, mais bien mérités. Il fascine toujours autant et lève le voile sur l'histoire de la dynastie Grimaldi. Les grands appartements du Palais Princier rouvrent leurs portes au public, un lieu emblématique, très prisé des visiteurs, curieux d'en apprendre davantage sur la Maison des Princes. Visite guidée avec Alexandra Pagny et Marie-Ève B. Leur ouverture annonce le retour des beaux jours. Les grands appartements du Palais Princier sont traditionnellement dévoilés au public d'avril à octobre. L'occasion de découvrir ces salles emblématiques de l'histoire de Monaco et de ses princes. Vous avez des salles historiques et vous avez aussi des salles de réception. Le palais est un lieu vivant, nous ne sommes pas dans un musée. Donc certaines des pièces que les gens peuvent visiter sont des endroits qui sont utilisés par la famille princière. Vous avez entre autres la salle du trône ou le salon bleu. Et vous pouvez voir aussi la bibliothèque qui, en plus d'être magnifique, est un lieu pour les chercheurs aussi. Dès cette première journée d'ouverture, les visiteurs ont répondu présent et ont pu découvrir une nouveauté. Nous avons ouvert une nouvelle salle qui s'appelle la salle Bellérophon. En fait, c'était une pièce qui était visible jusqu'avant le Covid. Et après, ils ont commencé à faire des restaurations. Et maintenant, le chantier n'est toujours pas terminé. Mais vous pouvez voir les fresquistes travailler. Et vous avez déjà un aperçu des magnifiques fresques du XVIIe siècle que vous pouvez voir au plafond. Autre nouveauté de cette année, les visiteurs pourront découvrir une exposition temporaire exceptionnelle, le mariage du siècle, consacrée aux 70 ans célébrant l'union entre le prince Régnier III et la princesse Grace en 1956. C'est un véritable tournant pour la principauté. Le parcours d'embauche devient 100% digital.
CVTech, candidature instantanée, paiement des droits en ligne, une modernisation qui devrait simplifier la vie des employeurs comme des demandeurs d'emploi. Les explications de Vanessa Dessy sur les images de Thomas Deus. Avec la dématérialisation complète du parcours d'embauche, les démarches gagnent en rapidité et en simplicité. L'objectif étant de fluidifier les échanges, réduire les délais de recrutement et moderniser l'accès à l'emploi. Je crois que c'est une très grande avancée. C'était attendu à la fois par les employeurs et par ceux qui manifestent leur candidature à l'emploi. Je crois que c'est surtout le témoignage d'un travail extrêmement riche et collaboratif entre eux, d'un côté les employeurs et de l'autre les services de l'administration, être à l'écoute les uns des autres, essayer de produire finalement l'outil qui nous permet de gagner du temps, de simplifier la procédure, de dématérialiser le processus d'embauche, d'avoir tout autant de garanties en coordonnant les différents services de l'administration, ce qui est toujours quelque chose qui nous fait avoir un gain de temps et d'efficacité extrêmement appréciable. La mise en place d'une CVTech accessible aux entreprises monégasques vise à fluidifier la rencontre entre l'offre et la demande. Les recruteurs peuvent consulter directement les profils disponibles. Pour les demandeurs d'emploi, cette visibilité accrue augmente les chances d'être sollicités plus rapidement. Alors en fait, il s'agit de la CVTech des demandeurs d'emploi prioritaires, c'est-à-dire ce sont les demandeurs d'emploi qui sont enregistrés au service de l'emploi. Et donc ces demandeurs d'emploi prioritaires, s'ils le souhaitent, ils peuvent rendre leur CV visible aux employeurs monégasques qui ont accès à leur service en ligne. Donc en effet, ça permet de redynamiser l'embauche sur les prioritaires monégasques. Ça change beaucoup de choses, notamment pour les employeurs monégasques qui ont accès à un portail de fonctionnalités augmentées, c'est-à-dire qu'ils peuvent réaliser l'ensemble de la procédure d'embauchage en ligne, depuis la recherche de leur candidat jusqu'à la signature du document d'autorisation d'embauchage, payer les droits en ligne et puis récupérer le document signé dans leur espace. La digitalisation du parcours d'embauche marque une étape clé vers un marché du travail plus transparent. Le numérique promet de rapprocher efficacement l'offre et la demande tout en modernisant les pratiques de recrutement en principauté. Comme chaque samedi, nous vous proposons un voyage outre-Atlantique. La chronique US nous emmène précisément en Louisiane cette semaine à la rencontre du consul honoraire de la principauté à la Nouvelle-Orléans. Nommé par le prince Albert II en 2012, Calvin Fayard est un avocat connu aux États-Unis pour avoir fait progresser la cause environnementale. Sur place, Bastien Bory. Il suffit de 3 générations pour qu'une langue s'efface et autant pour qu'elle réapparaisse. Si le français longtemps discriminé ne compte ici plus que 200 000 locuteurs contre 1 million dans les années 1960, son apprentissage a récemment retrouvé une place dans une trentaine de districts scolaires de la région. I see an effort now of the French heritage and the Frenchmen to try to reintroduce that into areas where the younger generation can take advantage and learn French as its second language or equivalent to English. And I certainly endorse that. I think it's good. En tant que relais diplomatique d'une principauté francophone, Calvin Fayard peut aussi s'appuyer sur une autre histoire partagée par Monaco et la Louisiane, celle de la princesse Alice Hine, louisianaise de naissance, devenue épouse du prince Albert Ier en 1889, après avoir grandi dans cette maison du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Une passerelle parmi d'autres entre les deux territoires. We implemented Monaco Week in New Orleans, which included Monaco chefs, food, different aspects of what Monaco has to offer in its principality. And that was several days of events, and the coordination of making that happen, bringing in the chefs, organizing the events with the officials there and with the public was quite challenging, but it was a very successful event. Avec 19 millions de visiteurs par an, la Nouvelle-Orléans a fait du tourisme l'un des moteurs de sa reconstruction amorcée en août 2005, lorsque les digues défectueuses de la ville cédèrent sous la pression de la tempête Katrina. Avocat dans de grands procès contre les dérives des industries pétrolières et du tabac, Calvin Fayard a aussi défendu les droits des victimes de cet ouragan. The streets are flooded. The city is flooded. And you have thousands of people trying to survive in a football stadium known as the Superdome.
and you have other thousands of people that are trying to survive in their homes that are full of water and they're on top of their roofs or trying to just keep their heads above water. And if that's not bad enough, you have no government coming to assist at all for almost 10 days. En amont, plusieurs études avaient pourtant signalé des défaillances structurelles et un sous-financement des systèmes anti-inondation, signe de l'impréparation des autorités face aux catastrophes climatiques et à l'affaissement chronique des sols. I think Monaco has realized that. I think San Francisco has realized that. I think Los Angeles is. I think New Orleans is. I think Miami is. And I think a lot of that is being helped or being promoted and energized by the fact that Prince Albert is so vocal about the seas and about what it means to preserve and make sure that they are healthy in order to serve the planet as a whole. 200 milliards de dollars ont depuis été investis pour rétablir les infrastructures urbaines et sportives de la région, ouvrant la voie à de nouveaux partenariats, notamment avec Monaco. Les équipes néo-orléanaises de football américain des Saints et de basket des Pélicans pourraient ainsi disputer des rencontres en principauté dans un futur proche. Des rencontres que nous suivrons bien entendu. Le printemps vient tout juste de pointer le bout de son nez, mais il est déjà l'heure de penser à l'été. Avis aux parents, les préinscriptions au mini-club du Larvoto ouvriront jeudi prochain, le 9 avril. Une cinquantaine d'enfants de 3 à 12 ans pourront être accueillis dans les locaux du Jardin d'éveil. Ils se transformeront pour l'occasion en centre de loisirs durant toute la période estivale, soit du 1er juillet au 28 août. Monégasque et résident, la mairie vous donne rendez-vous sur le portail famille. Le site s'affiche sur votre écran. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Nous la refermons comme nous l'avons ouverte avec du tennis. Notre photographe Stéphane Dana n'a rien manqué de l'opération mini-tennis qui avait lieu ce matin avec la participation de Yannick Sinner et Alexander Zverev. Les deux champions ont frappé la balle avec les jeunes tennisman en herbe. Tout de suite, les prévisions météo de Théo Schumer. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h30. Passez une excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos prévisions météo du week-end. On va garder de bonnes conditions ce dimanche, à l'exception de la matinée, pas grand-chose. Le ciel sera juste un peu voilé, mais se dégagera progressivement l'après-midi pour nous offrir de belles éclaircies en fin de journée. Côté température, on sera encore chanceux avec 14 degrés au petit déjeuner jusqu'à 19 degrés au plus fort de la journée. Ce dimanche 5 avril, ce sera la Saint-Irène. Pensez à souhaiter une excellente fête à toutes celles que vous connaissez. Bonne soirée sur Monaco Info et à demain.